Les humains communiquent avec des mots, avec leur bouche, mais aussi avec leur corps, par des gestes, des signes, des images ou des dessins. Alex est né avec le syndrome d'Angelman. C'est une maladie génétique rare qui affecte le développement du système nerveux et se manifeste par une déficience sévère, des troubles de la motricité, des difficultés pour apprendre et peu ou pas de langage parlé. Malgré ces difficultés, Alex a développé des stratégies de communication avec son entourage. Qu'est-ce que tu veux? Le goûter. Alors, faim. mais écoute, après l'école, quand tu rentres à la maison, on prendra un goûter. Ben, ça sera 4 heures. Du chocolat. Tu voudrais du chocolat. Parce qu'Alex aime beaucoup le chocolat. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes? Dans la recherche Participaction, une équipe d'universitaires, de professionnels de la santé et de parents concernés ont collaboré pour décrypter comment ces personnes communiquent. Revenons à l'origine du projet avec Lara, la maman d'Alex. L'histoire de Participaction, c'est un peu une rencontre parce qu'en fait, la communication est quelque chose qui me préoccupe beaucoup et qui préoccupe l'AFSA, l'Association française du syndrome d'Angelman, depuis très longtemps. Dont tu as été présidente ou Oui, dont j'étais 6 ans présidente. Et à ce moment-là, en fait, rentre dans le bal Amélie Rocher-Capellan, qui est chercheuse et maman. Et donc, je dis, mais là, c'est une occasion en or. Il faut absolument que je choque cette fille. En plus, elle est chercheuse en communication et en sciences du langage. Donc, absolument. Voilà. Non, mais c'était la personne qu'il ne fallait pas louper. Et elle me dit, Amélie, il y a un appel à projet en sciences humaines et sociales à la Fondation des maladies rares. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer quelque chose ensemble ? Et du coup, on a réfléchi. Et c'est vrai que donc moi, comme je suis maman d'une personne avec le syndrome d'Angelman, elle aussi, et qu'à l'époque, elle était la présidente de l'AFSA et qu'elle est très impliquée dans la communication des personnes avec le syndrome d'Angelman, forcément, comme je suis aussi chercheuse sur la communication, on s'est orienté vers un projet sur la communication des personnes. Il y a encore trop de monde qui pense que nos enfants, et d'un, n'ont rien à dire, et de deux, même s'ils disent, c'est pas intéressant et personne ne les comprend, en fait. Qu'ils n'utilisent pas les bonnes manières pour se faire comprendre. Et donc, bien sûr, ni elle ni moi étaient convaincus, étaient convaincus exactement de l'inverse, que nos enfants sont très communicatifs. À partir de là, moi, j'ai commencé à creuser un peu la littérature. J'ai essayé quand même de comprendre la littérature, c'est les publications qui ont déjà eu lieu sur le sujet. J'ai essayé de comprendre un peu quel était l'état des connaissances actuelles sur la communication des personnes du coup, qui ont ce qu'on appelle des handicaps complexes de communication, qui ne peuvent pas parler. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'une part, finalement, leur communication, elle avait été très peu décrite dans la recherche. Elle a été décrite dans des recherches plus cliniques. Avec du coup des approches qui sont très centrées sur la pratique, mais qui vont pas prendre en compte d'autres types de connaissances. Et je me suis rendu compte que du coup, en fait, on avait une connaissance qui était limitée sur la communication des personnes avec ce type de troubles, parce qu'en fait, on manquait d'observation. On n'avait pas assez observé ces personnes. Et une des raisons pour lesquelles on les a pas assez observées, c'est que pendant longtemps, elles ont été considérées comme non communicantes. Parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'outils qu'ils utilisent pour comprendre ces personnes-là. En fait, c'est des personnes qu'on a amenées à rencontrer en tant qu'orthophonistes, surtout des enfants qui vont ne pas parler, qui vont pas s'exprimer de manière traditionnelle. Donc, on a beaucoup d'outils pour évaluer de manière assez performante, par exemple, les troubles du langage, un enfant qui articule mal, un enfant qui fait mal ses phrases, tout ça. On va pouvoir les situer par rapport à une norme. Et ces enfants-là qui communiquent différemment, en fait, il n'y a pas cette notion de norme aussi qu'on va avoir sur des enfants tout venants. On sait qu'à 2 ans, un enfant tout venant, il va faire telle ou telle chose. Un enfant qui parle pas, qui communique d'une manière différente, on n'a pas le cadre pour l'évaluer. Et du coup, on est souvent assez démunis en tant qu'orthophoniste pour réussir à comprendre la manière de communiquer de ces personnes-là. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressée dans le projet, c'est de réussir à mieux comprendre pour après réussir aussi à mieux prendre en soin ces personnes, à mieux interagir avec elles et puis aussi avoir des outils pour intégrer aussi davantage les parents. Enfin, se reposer, mais ça on en parlera peut-être plus tard, mais se reposer aussi sur les personnes qui sont là au quotidien avec elles pour réussir à mieux comprendre comment elles communiquent.
Afin de mieux comprendre comment communiquent ces personnes qui ont des difficultés à apprendre un langage, l'équipe de recherche a proposé aux parents de remplir un questionnaire et leur a également demandé de filmer leur enfant. C'est là. Le samouraï. Ouais. C'est le samouraï que tu cherchais. Ouais, le samouraï. Il est bizarre, ouais. Ouais, il est vraiment bizarre, le samouraï. C'est à quel musée déjà? Oui. De Haïti? Ouais. Au musée de Haïti, il y a le samouraï bizarre. Si découvrir les origines de la recherche Participaction vous donne envie d'aller plus loin, je vous invite à me rejoindre dans le prochain épisode. Nous explorerons plus en détail la méthode de travail utilisée pour aller chercher la connaissance là où elle est, chez les aidants. Retrouvez l'ensemble des épisodes de cette série sur la recherche Participaction sur la page Clap sur la recherche de notre site fira.org. Toutes les vidéos et ressources complémentaires y sont disponibles en accès libre et gratuit.